Ça y est, 9 millions d'habitants en Suisse, on l'a fait. Et oui, la Suisse a vécu l'évolution démographique la plus importante, tout pays européen confondu, avec plus de 20% de croissance sur les 20 dernières années. Mais bon, malgré tout, on a toujours 2 voies sur l'autoroute entre Genève et Lausanne et les transports publics sont devenus insupportables. Je sais pas si récemment vous avez pris les TPG dans les heures de pointe. Honnêtement, il y a plus sympa comme activité. Et dans cette situation, on me demande souvent si, quand on achète un bien de rendement, ça vaut la peine plutôt d'acheter vers des écoles, vers des universités ou en centre-ville, plutôt que d'acheter en périphérie parce que c'est plus risqué. On pourrait se dire que c'est pas bête comme raisonnement parce que c'est beaucoup plus safe d'investir là-bas, là où il y a toutes les infrastructures. Mais la véritable question à se poser et qui est accessoirement un petit peu plus juste, c'est pour moi, dans mes investissements, quel est le risque que je prends quand j'investis en périphérie des grandes villes suisses à la place d'investir en centre-ville ou proche des écoles, des universités. Et ça, pour prendre la meilleure décision dans votre investissement, vous devez premièrement vous mettre à la place de la banque dans le contexte du financement et deuxièmement, analyser votre marché en profondeur. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse un pas en arrière et qu'on prenne un petit peu de recul par rapport à ce marché immobilier en Suisse que tout le monde pense connaître. Vous allez très vite comprendre pourquoi j'ai beaucoup acheté en 2023 et je continue d'acheter en 2024. La toute première chose que vous devez absolument intégrer sur le territoire en Suisse, c'est qu'on ne construit pas assez. Et je sais que vous avez l'impression que dans le village dans lequel vous avez grandi, on construit comme on n'a jamais construit, il y a des immeubles qui sortent de partout. Eh bien sachez que dans la réalité des chiffres, c'est pas du tout ce que vous pensez. Certes, il y a quelques exceptions, mais dans la majorité des communes, la pénurie de logements ne fait que de s'accentuer. À propos de la pénurie de logements d'ailleurs, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on la calcule concrètement. Pour faire simple, la pénurie de logements, déjà en Suisse, on la considère à partir de 1,5% du taux de logements vacants. Ça veut dire que 1,5% des biens immobiliers qui sont construits sur le territoire sont disponibles. Vous prenez le nombre d'appartements et le nombre de maisons disponibles sur le marché et vous divisez ça par le patrimoine bâti total. Et accessoirement, déjà là, on a un petit problème. Donc concrètement, ça veut dire qu'à partir du moment où on casse ce seuil de 1,5% de taux de logement vacant, on est considéré dans un marché en pénurie de logement. Ça, c'est un peu le fonctionnement de la Suisse de manière générale. Mais maintenant, déjà sur ce chiffre-là, on a un petit problème entre nous. Parce qu'il faut savoir que les associations de professionnels de l'immobilier sont déjà pas d'accord avec les associations de locataires et l'Office fédéral de la statistique, l'OFS. La raison, c'est que l'OFS prend en considération tous les logements qui sont disponibles sur le marché par rapport au patrimoine bâti total. Ça veut dire autant les biens immobiliers qui sont disponibles à la vente que les biens immobiliers qui sont disponibles à la location. Et c'est déjà ici que les associations de professionnels de l'immobilier sont pas d'accord parce qu'elles considèrent que, aux yeux du peuple, ce qui est important, c'est combien d'appartements en location sont disponibles sur le marché par rapport au patrimoine bâti. Donc le patrimoine bâti qui est disponible à la location. Il faut séparer la vente de la location. La question est simple, puisqu'on calcule notamment ce taux de pénurie de logement pour des questions de droit du bail, ça fait pas forcément de sens de prendre en considération les appartements et les maisons qui sont à vendre. Donc l'argument, il est plutôt défendable, je trouve, du côté des associations de professionnels. Mais qu'on soit d'accord ou pas avec cette théorie, une chose est sûre, c'est que la Suisse bat le record mondial de la pénurie de logement. Il n'y a aucun pays sur Terre qui a un niveau de logement vacant aussi bas que celui de la Suisse. Pour rappel, on est situé à 0,3% à Genève, 0,2% à Zurich, moins de 0,2% à Zug, 0,9% à Lausanne, pour une moyenne suisse d'à peu près 1,3%. 1,3% de logements disponibles par rapport au patrimoine bâti. C'est ça, le taux de logement vacant. Et c'est incroyable, vous trouvez ça nulle part ailleurs. Par exemple, à Paris, on est autour des 3,5%, 3,7%. Et on a Dubaï qui a atteint son taux d'occupation le plus élevé historiquement sur son territoire, avec un taux d'occupation de 92,3%. Ça veut dire un taux de logement vacant de 7,3%. C'est juste complètement inimaginable pour un pays comme la Suisse. Et rendez-vous compte que simplement dans le canton du Jura, on est à un taux de logement vacant de 2,96%. Je dis pas du tout ça pour critiquer le canton du Jura ni pour le juger, mais c'est simplement pour remettre un petit peu le contexte en place. Rendez-vous compte que le canton qui subit le taux de logement vacant le plus élevé sur le territoire en Suisse fait partie des régions les plus frappées par la pénurie de logement d'un point de vue européen. C'est notamment pour cette raison que je comprends pas les Suisses qui vont investir à l'étranger quand ils ont la possibilité, la chance d'investir sur le territoire en Suisse. Et en plus de ça, l'euro et le dollar continue de se faire écraser par le franc suisse, année après année. Et vous me direz comment est-ce qu'on fait pour réguler cette pénurie de logement et pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait en Suisse encore? C'est simple, c'est une question d'offre et de demande. La première question à se poser, c'est comment est-ce qu'on régule la demande sur le territoire? Ici, on a 2 éléments qui rentrent en considération, croissance démographique naturelle et l'immigration. Comme vous le savez bien, en Suisse, on est de plus en plus nombreux. Chaque année, on accueille à peu près 70 000 personnes de plus sur le territoire. Cette évolution démographique est coupée en deux. C'est-à-dire qu'on a approximativement 50, 60 000 personnes de plus chaque année qui proviennent de l'extérieur du pays. Ça veut dire immigration moins immigration. Et puis on a 10 000 personnes chaque année approximativement qui proviennent de l'évolution démographique naturelle. Ça veut dire natalité moins mortalité. Ça,
disons que c'est quand tout se passe bien. Mais évidemment, étant donné la situation géographique de la Suisse, dès qu'il y a un conflit en Europe, on accueille toujours plus de monde. Comme par exemple pendant la guerre en Ukraine. Le positionnement de la Suisse la force évidemment à accueillir en cas de problème sur le territoire européen. C'est pour ça que certaines années, comme l'année 2022, on a vu une évolution démographique exploser avec près de 100 000 personnes de plus sur le territoire. Et c'est à ce moment-là que les problèmes commencent à arriver. Parce que théoriquement, si on sait approximativement combien de personnes arrivent sur le territoire chaque année, on sait plus ou moins combien d'offres on doit mettre en plus sur le marché pour pouvoir régulariser les prix un petit peu et garantir un logement pour tout le monde. Sauf qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut bien se rendre compte que la particularité d'un marché immobilier, c'est la divergence entre la vitesse de l'évolution de la demande par rapport à l'offre qu'on arrive à fournir sur le territoire. Et oui, l'inertie du marché immobilier a besoin d'une planification à très long terme. C'est un gros paquebot qu'on est en train d'essayer de déplacer. Par contre, à chaque fois qu'une nouvelle personne arrive sur le territoire, c'est instantanément une nouvelle demande. C'est-à-dire que le jour même où elle pose ses pieds sur le territoire, elle a besoin de dormir quelque part la première nuit. Et comme vous pouvez l'imaginer, le monde bouge beaucoup plus rapidement que les autorisations délivrées en Suisse. Et malheureusement, l'écart entre les deux est même en train de s'accentuer. En chiffres d'ailleurs, c'est très concret. Le directeur même de l'OFL, l'Office fédéral du logement, Martin Chiron, s'attend à un manque de logement de 5 à 10 000 unités sur les années à venir dès 2024. Chaque année, il nous manquera 5 000 à 10 000 nouveaux logements sur le territoire. Peut-être que vous n'arrivez pas bien à juger quelle quantité de logements ça fait concrètement, mais si vous vous dites que c'est gigantesque pour un territoire comme la Suisse, c'est assez juste. À ce stade, vous allez me dire, mais pourquoi diable est-ce qu'on n'arrive pas à délivrer plus d'autorisations de construire et construire plus vite? Eh bien, c'est une excellente question. Et pour répondre à cette question, je vais vous montrer très simplement la procédure à suivre pour obtenir une autorisation de construire. Première étape, vous obtenez un préavis auprès de la commune. Et oui, aujourd'hui, personne ne prend le risque de mettre à l'enquête un projet de construction sans avoir un préavis déjà positif de la municipalité elle-même. Donc en gros, pour obtenir un préavis, on va déjà faire un schéma très grossier, plutôt simpliste du projet de construction qu'on s'attend à construire. Et déjà à ce stade, on va insister sur le fait que l'objectif c'est de construire sans dérogation. Savoir que les dérogations au règlement d'autorisation de construire vous exposent évidemment à des procédures beaucoup plus longues, notamment en matière de règlement des oppositions. D'une fois que vous avez passé ce préavis, donc la commune vous a dit oui, sur le principe ça devrait jouer, là vous préparez le dossier complet de mise à l'enquête et vous l'envoyez à la commune. Il faut savoir que oui, la commune est compétente en matière d'autorisation de construire sur son territoire dans les zones à bâtir. Attention, à ce stade, il vous faut déjà 7 exemplaires complets du dossier en entier de mise à l'enquête, imprimés dans tous les formats, qui seront ensuite transmis directement aux services cantonaux compétents. Évidemment, ça dépend un petit peu des communes et dans la région dans laquelle vous êtes. Mais gardez toujours en tête, parce que ça c'est précieux et c'est partout pareil en Suisse, que c'est la commune qui délivre l'autorisation de construire sur son territoire, donc vous avez toujours besoin d'elle dans votre projet de construction. Mais attention, elle est quand même pas seule à décider dans le processus de délivrabilité d'autorisation de construire. Vous avez plusieurs petits services cantonaux qui viennent se greffer sur le processus. Leur travail à eux, c'est simple, c'est de s'assurer que le projet respecte toutes les règles. Et quand je dis toutes les règles, parce qu'il y en a une série. Personnellement, sur la dernière autorisation de construire que j'ai obtenue, j'ai dû passer par les services suivants. L'Office cantonal du feu, l'Office cantonal de la protection civile, le service de l'environnement, le service des dangers naturels, le service administratif et juridique du département de la mobilité, du territoire et de l'environnement, le service immobilier et patrimoine et le service de l'action sociale. Vous imaginez bien qu'avec tout ça, votre projet de construction, il n'est pas autorisé du jour au lendemain. Le plus compliqué dans tout ça, c'est que parfois, les différents services cantonaux sont pas d'accord les uns avec les autres. Ça veut dire que le service A vous dit de faire quelque chose, et le service B vous dit que si vous faites ce que le service A vous demande de faire, lui, il va pas vous donner l'autorisation de construire. Eh bien ça vous facilite pas la vie. J'imagine qu'avec ce petit schéma et cette petite explication, vous comprenez un peu mieux pourquoi l'offre galère à suivre la demande en Suisse. Et pour passer à travers tout ce processus et ces services, vous pouvez compter facilement entre 9 mois et 12 mois, mais attention, ça c'est s'il n'y a pas d'opposition. Avec quelques oppositions plus ou moins justifiées, vous allez facilement pouvoir prolonger le projet de 2 à 3 ans. Donc si on récapitule, quand vous construisez en Suisse, entre le moment où vous trouvez le terrain et vous signez l'acquisition du terrain et le moment où vous rendez les clés à l'acquéreur ou au locataire final, il se passe facilement entre 2,5, 3 ans à 6 ans. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point l'évolution de la population et l'évolution démographique est complètement décorrélée de l'offre qu'on arrive à proposer sur le marché? Eh bien, sachez que c'est en faisant cette analyse, en passant par ces étapes, en prenant tous ces éléments, en les mettant les uns avec les autres, que je suis arrivé à la conclusion si basique que l'immobilier en Suisse ne peut jamais se péter la gueule, en tout cas pas dans les conditions actuelles, et je doute pas du tout de la résilience du marché sur le territoire. C'est notamment pour cette raison qu'il a tenu aussi bon quand les taux d'intérêt ont fait x3. Dans certains pays, dans certaines régions, le marché immobilier s'est complètement pété la gueule. En Suisse, c'est pas le cas. Et ce sera pas le cas. Mais maintenant, c'est pas les seuls critères à prendre en considération dans l'évaluation et l'analyse de ce marché. Vous en avez un autre, tout aussi clair d'ailleurs, enfin, au moins d'une fois que vous l'avez bien compris. Et c'est intéressant parce que tout récemment, courant du mois de février, j'ai signé l'acquisition d'une maison avec un terrain de 1000 m²,
une maison qui est destinée à être démolie. C'était la toute première fois que je traitais avec la notaire qui s'est occupée de l'instrumentation de l'acte, bien que ce soit l'acheteur normalement qui choisit le notaire, mais là la courtière m'a suggéré cette notaire et je me suis dit que c'était bien d'essayer de temps en temps, c'est bien de changer de temps en temps. Et bien il s'avère que cette notaire qui est également avocate, pour remettre dans le contexte, hein, on est en Valais sur l'acquisition de cette maison, et bien elle est assez spécialisée dans l'aménagement du territoire. J'ai nommé la fameuse LAT. Vous me voyez venir, la législation qui régule le développement de nos territoires. Et concrètement, comment est-ce qu'elle fait cette loi sur l'aménagement du territoire pour réguler notre développement territorial? C'est simple. Pour le moment, elle nous empêche de construire. Et pour remettre le contexte en place, il faut savoir que la révision de cette LAT, on l'a votée en 2013, c'est-à-dire il y a déjà plus de 10 ans, et on est bien loin d'avoir finalisé la mise en place de cette LAT dans toutes les communes de Suisse. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous rapporte? Plus de complexité, donc plus de rareté. Et je suis déjà désolé pour les courtiers et les développeurs de ce que je vais dire maintenant, mais si vous êtes propriétaire d'une maison individuelle en Suisse, réfléchissez à 2 fois avant de la vendre. Je vais être clair, mais la révision de cette loi sur l'aménagement du territoire, elle est en train de mettre un point final à toute nouvelle construction de maisons individuelles. Et c'est simple à comprendre. Le but de la loi, c'est de restreindre le nombre de mètres carrés constructibles par habitant, parce qu'on veut réduire l'emprise au sol des êtres humains sur le territoire. On veut essayer de les densifier vers l'intérieur. Donc si on densifie les gens vers l'intérieur, on est obligé à un moment donné de les empiler, parce qu'on ne peut pas les enterrer. Alors qu'il y a seulement quelques dizaines d'années, on avait plutôt dans l'optique de construire de manière horizontale et d'étaler les gens sur le territoire, et maintenant c'est plus le cas. Plutôt les mettre au même endroit. C'est le fameux mitage du territoire. On veut éviter qu'on construise tout le temps de plus en plus loin sur le territoire pour protéger le paysage. D'ailleurs, on a voté cette loi, la fameuse loi sur le mitage du territoire, en 2018. Heureusement, elle a été refusée, sinon les prix de l'immobilier auraient simplement explosé. Et en chiffres, ça donne quoi concrètement cette nouvelle LAT depuis qu'elle est en place? Eh bien, sachez qu'en 2012, on avait 309 mètres carrés de terrain constructible par habitant, et aujourd'hui, en 2024, eh bien on est à moins de 270 mètres carrés de terrain constructible par habitant en Suisse. Eh oui, la loi elle fonctionne. On perd approximativement 3,5 mètres carrés à 4 mètres carrés de terrain constructible par habitant sur le territoire chaque année. Ça veut dire que plus le temps passe, plus on est nombreux pour de moins en moins de mètres carrés de terrain constructible. Pas besoin d'avoir fait l'ETH à Zurich pour comprendre que puisqu'il y a de moins en moins de mètres carrés de terrain et qu'on est de plus en plus, eh bien le prix du terrain il fait que de monter. Donc toutes les propriétés qui disposent un petit peu de terrain, elles prennent de la valeur. Et les maisons individuelles, elles prennent de la valeur. D'ailleurs, la prochaine étape, peut-être vous l'avez déjà remarqué, mais c'est pas sûr, c'est l'interdiction totale de toute nouvelle construction. Je parle toujours évidemment des maisons individuelles. J'en ai souvent parlé et je maintiens ma position bien qu'elle soit un peu extrême, mais j'espère vraiment avoir tort. En 2012, on a voté l'interdiction de toute nouvelle résidence secondaire sur le territoire en Suisse dans toutes les communes dont le patrimoine bâti était utilisé comme résidence secondaire à hauteur de 20%. En gros, toutes les stations de ski en Suisse. Si on a fait ça pour les résidences secondaires, pourquoi, à un moment donné, on ne pourrait pas faire ça sur les résidences principales? Mais évidemment, on ne va pas vous interdire de construire une maison individuelle. Ce serait beaucoup trop dur comme mot. Politiquement, c'est pas correct. Donc ce qu'on va faire, c'est beaucoup plus subtil. On va vous interdire de construire des nouvelles maisons individuelles, simplement par règlements communaux de construction. Vous devez comprendre que dans la révision des plans d'aménagement des différentes communes pour le développement de leur territoire, alors attention, peu importe comment on les appelle, sur le canton de Vaud c'est plans généraux d'affectation, PGA, sur le canton de Fribourg c'est pareil, à Genève c'est PDCOM, plans directeurs communaux, en Valais c'est plans d'aménagement de la commune. Ça c'est les joies du fédéralisme, chaque canton fait un peu comme il veut. Mais au final, ces différents plans, ils ont tous le même objectif, ça veut dire définir des zones précises réparties sur le territoire. Vous avez des zones destinées à la forte densité, des zones destinées à la moyenne densité, vous avez des zones pour l'industriel, l'artisanal, vous avez des zones commerciales et vous avez des zones d'habitat individuel, les fameuses zones villas. Bien, si vous prêtez attention aux différents règlements communaux de construction, respectivement plutôt au plan des zones des différentes communes, vous allez voir que ces zones pour maisons individuelles sont en train de fondre comme neige au soleil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, au début dans les années 70, quand c'était un petit peu la jungle, on construisait un peu comme on voulait, on autorisait de manière générale, ça dépend des régions, mais on pouvait autoriser une maison dans une zone d'habitat collectif. Ça veut dire qu'on partait du principe de bonne foi que qui peut le plus peut le moins. Donc si on peut faire un immeuble, on peut bien faire une maison. Mais aujourd'hui, ça s'est complètement terminé. Les communes vous retirent ces zones villas et puis les transforment plutôt en zones de petits immeubles. Mais elle vous dit que c'est bénéfique pour vous parce que votre terrain prend de la valeur. Ce qui est vrai, votre terrain il vaut soit ce qui est construit dessus, soit ce que vous pouvez construire dessus. Le potentiel de densification ou le potentiel de construction de votre parcelle. D'ailleurs, inquiétez-vous pas, on vous taxe pour cette plus-value. Mais il n'empêche que, malgré tout, on est en train de vous enlever la possibilité de construire ce que vous voulez sur votre terrain. On vous empêche de construire des maisons individuelles sur votre terrain, petit à petit et discrètement.
J'ai un exemple très concret que j'ai vécu moi-même dans le cadre d'une expertise dans une zone en Valais. C'est une petite région dans une commune valaisanne proche de Sion qui aujourd'hui est construite en maison individuelle, vraiment, dans tout le quartier. Et dans le cadre de la révision du plan d'aménagement, la commune, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a gelé ces zones. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est les fameuses zones réservées. Ça veut dire que pendant 5 ans plus maximum 3 ans, ça veut dire 8 ans au total maximum, vous n'avez pas trop le droit d'obtenir une autorisation de construire. On va pas tellement vous la délivrer. Ça, c'est simplement parce que la commune se réserve le droit de dire, ok, pendant quelques années, je sais pas exactement ce que je vais faire sur cette zone-là. Du coup, dans le doute, je te laisse rien faire. Bon, en tant qu'expert dans l'évaluation, c'est très compliqué d'évaluer ce genre de parcelle parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire avec et personne peut nous renseigner. Dans ce cas précis, en l'occurrence, j'ai pu obtenir des informations un petit peu plus précises, mais ce que la commune a en tête, c'est qu'elle a gelé ces zones de maisons individuelles simplement pour en faire des zones un petit peu plus densifiées. Ça veut dire qu'on va passer de habitat individuel à petit habitat collectif de 3 unités. Et voilà, c'est aussi simple que ça, et c'est comme ça qu'on vous interdit de construire des maisons individuelles. En bon français, les zones destinées pour les maisons deviennent des zones destinées pour les petits immeubles. Les zones destinées pour les petits immeubles deviennent des zones destinées pour les moyens immeubles, et les zones pour les moyens immeubles deviennent des zones destinées pour les grands immeubles. Mais dans toute cette analyse qu'on a faite à travers toute la vidéo, il manque un élément très important. C'est simplement les besoins de la population. Que c'est sympa de construire, mais encore faut-il construire quelque chose d'utile pour la population. Et comme vous avez très certainement pu le remarquer, en Suisse, on est plutôt des adeptes de grosses constructions solides. On n'est pas tellement fan des cajots américains qui sont détruits tous les 30 ans. Alors il y a des avantages à ça, c'est que c'est plus écologique, c'est plus durable, c'est plus qualitatif, mais il y a aussi des inconvénients. C'est beaucoup plus cher, ça offre très peu de flexibilité et c'est pas forcément adapté aux nouvelles méthodes de consommation et aux nouvelles générations. Donc qui ont raison au final? Plutôt les Américains ou plutôt les Suisses? Très difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'en Suisse on construit pour 100 ans alors que les besoins de la population évoluent chaque 15 à 20 ans. Pour vous faire une idée de l'évolution de l'utilisation du logement en Suisse, en 1930, un logement sur 2 était utilisé et occupé par 5 personnes ou plus, et en 2024, un logement sur 2 est occupé par 2 personnes ou moins. Vu qu'on était beaucoup plus par logement avant, on avait 27 mètres carrés habitables en moyenne par habitant en 1970 et aujourd'hui on en a 46. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a plus que doublé voire triplé la population de manière générale en Suisse en 50 ans alors qu'on a quasiment doublé le nombre de mètres carrés habitables en moyenne par personne? Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de bâtiments qu'il a fallu construire pour pallier ce problème? Le ménage moyen en Suisse a été plus que divisé par 2 en moins de 50 ans pour atteindre aujourd'hui 2,19 personnes par ménage en 2024. Bref, on a construit beaucoup de logements de 150 mètres carrés et plus à l'époque qui aujourd'hui ne servent quasiment plus à rien. Et aujourd'hui, on est en train de construire énormément de micro-logements de 30 mètres carrés qui peut-être, dans 50 ans, ne serviront plus à rien. Mais c'est quoi les solutions dans cette situation alors? Comment est-ce qu'on peut pallier le problème de la pénurie de logements en Suisse? Et les promoteurs commencent à trouver des solutions petit à petit. Premièrement, ils commencent à gérer uniquement ce qu'ils peuvent gérer eux-mêmes, c'est-à-dire la durée des constructions. Certes, ils ne peuvent pas la réduire à néant, mais ils peuvent essayer de la limiter, ce qu'on appelle l'industrialisation de la construction. Comment est-ce qu'ils font ça? Ils construisent en préfabriqué. Ça veut dire on optimise les process, on essaie d'anticiper au mieux la construction du projet en construisant ailleurs, dans des halles industrielles, dans les meilleures conditions possibles, et ensuite on amène ça sur le terrain et on empile. Honnêtement, vous pouvez ne pas aimer la méthode si vous aimez pas la méthode, mais ils n'ont pas le choix. À ce stade, c'est le seul élément qu'ils peuvent maîtriser pour optimiser les processus de construction. Donc dès qu'ils ont l'autorisation de construire, ils font tout pour essayer d'aller vite. Mais ça, c'est aussi accéléré à cause des procédures administratives interminables pour obtenir une autorisation de construire. D'ailleurs, ça c'est l'autre solution, optimiser les process de délivrance d'autorisation de construire. Là, à mon sens, il y a un énorme business à avoir dans les années à venir. La personne qui arrive à trouver une solution pour aider l'État à optimiser ses process, pour aller beaucoup plus vite, pour délivrer des autorisations de construire, il fait le jackpot. Par contre, je vous dis tout de suite, pas gagné d'avance. Si vous voulez vous lancer là-dedans, allez-y, mais bonne chance. Et enfin, dans les procédures, j'ai parlé des oppositions dans les projets de construction tout à l'heure. Ça, c'est un vrai délire. Donc en Suisse, vous avez le droit de vous opposer à un projet de construction simplement parce que vous l'aimez pas. Vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir un argument concret. Certes, votre opposition va être balayée s'il est basé sur rien du tout, et puis ça va ralentir le projet de quelques mois. Mais honnêtement, le droit à l'opposition en Suisse, il est complètement abusif. Et on peut pas, à mon sens, mais ça c'est mon avis personnel, concilier une révision de la loi sur l'aménagement du territoire en disant on va construire plus haut et on va densifier à l'intérieur, tout en laissant à disposition les mêmes possibilités d'opposition. Parce que évidemment, quand vous forcez les gens à construire les uns sur les autres, vous avez forcément beaucoup plus d'opposition. Donc non seulement c'est plus compliqué de construire, en plus techniquement, quand vous construisez les uns sur les autres, c'est plus compliqué de construire, mais en plus de ça, évidemment que l'opposition, elle est beaucoup plus forte et donc il y a beaucoup plus de tension. Cette situation-là, elle est clairement en train de salir le domaine de la construction en Suisse, et c'est vraiment dommage. Parce que oui, tout le monde a envie de densifier, tout le monde a envie de préserver le paysage. Personne n'a envie de le faire devant chez lui. Donc c'est soit au bout d'un moment on réduit un petit peu la liberté des gens si la volonté c'est vraiment de densifier, ou alors si on veut pas de problème et pas d'opposition et pas confronter cette problématique,
bien on laisse construire n'importe où. Donc je fais partie des personnes qui défendent le fait que si vous avez un projet de construction qui respecte le règlement communal des constructions et que vous avez des oppositions qui sont non fondées contre votre projet, je pense premièrement qu'elle devrait être balayée beaucoup plus rapidement et deuxièmement, elle devrait être payante pour la personne qui fait opposition. C'est-à-dire que je suis pas du tout pour l'interdiction de l'opposition totale, je suis pas du tout pour une dictature. Je suis simplement pour une remise en place, remise en cadre de la bonne foi. Surtout dans le contexte du marché du logement en pénurie en Suisse qu'on est en train de vivre maintenant. On a besoin de construire, c'est important de construire plus sur le territoire et les gens, purée, ils arrivent bientôt plus à se loger, quoi. Donc pour toutes les raisons que j'ai citées dans cette vidéo, si vous êtes à la recherche d'un investissement immobilier en Suisse, déjà premièrement vous êtes assez safe et deuxièmement votre critère de recherche principal, ça doit pas forcément être proche des écoles ou proche d'un centre urbain. Attention, il faut pas mal me comprendre, je suis pas en train de dire que la situation c'est pas important, la situation c'est le critère principal et ça je l'ai dit dans plein de vidéos dans vos investissements. Et c'est pas uniquement parce que vous êtes situé à côté d'une école que votre investissement est bon. Plein d'autres critères à prendre en considération. Si vous voulez passer à l'étape supérieure et comprendre beaucoup plus en profondeur à quoi vous devez faire attention dans la sélection de votre investissement, bien je vous invite directement à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. J'ai créé une autre vidéo beaucoup plus complète et détaillée à ce sujet. Sur ces belles paroles, je vous vois de l'autre côté et je vous souhaite d'excellents investissements immobiliers en Suisse. À très vite. Ciao.